Le titre de ce 19h30, l'UPC, un pompier dans la crise de la santé. L'Union pour le progrès et le changement a entamé une médiation entre les deux partis, gouvernement et syndicats, la teneur de son action dans ce journal. Et puis, 20e anniversaire du syndicat burkinabé des magistrats, le SBM, qui tire la sonnette d'alarme. Attention, l'État n'applique pas les décisions de justice. Les conséquences pourraient être dévastatrices sur l'image d'État de droit du Burkina. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. On se perd vraiment en conjecture dans la crise qui secoue le secteur de la santé depuis plusieurs mois maintenant. Cela pourrait paraître invraisemblable. Pourtant, c'est bien l'UPC qui s'est muée en médiatrice entre les organisations syndicales et le gouvernement, l'Union pour le progrès et le changement, qui nous explique ici les raisons de son initiative. Rémi Lambert-Nébier. Après les interpellations et les critiques, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, dit s'être résolu à s'impliquer davantage dans la résolution de la crise dans le secteur de la santé. Ce parti de l'opposition burkinabé s'invite en médiateur entre le gouvernement et les syndicats de la santé. Mais un lion dans la peau du conciliateur ne peut visiblement pas trop rugir et se voit même obligé de ranger ses griffes. Le médiateur, dans sa neutralité, ne propose pas de solution. Ça, je vous le dis, un médiateur ne propose pas de solution. Mais si on veut parler en général, en tant que parti politique, en dehors même de cette crise de la santé, en règle générale, ce qu'on propose, c'est le dialogue. C'est de renouer le fil du dialogue qui a été rompu depuis le 26 juillet avec le SYNCHA et le 11 juillet avec l'ensemble des syndicats. Si le dialogue est de qualité, nous insistons sur la notion du dialogue de qualité. Le dialogue est de qualité, il n'y a pas de raison qu'on n'aboutisse pas, en tout cas, à des solutions consensuelles. Dans sa démarche de médiation, l'UPC dit avoir rencontré la partie syndicale et reste toujours dans l'attente d'un conciliabule avec le ministère de la Santé. Nous faisons ce qu'on appelle des apartés. L'aparté consiste à rencontrer les parties séparément pour d'abord les écouter, comprendre en tant que médiateur déjà le fond du problème, voir la disposition d'esprit de chacun des partenaires. Nous avons fait l'aparté avec les syndicats. Malheureusement, l'aparté qu'on devrait faire avec le ministère de la Santé n'a pas eu lieu. C'était la même démarche. Rencontrer le ministère de la Santé pour comprendre. Parce que lorsqu'on est hors d'un système, on peut ne pas comprendre certains détails. Comprendre d'abord et voir eux aussi quelle est leur disposition d'esprit pour proposer des solutions pour une sortie de crise. Donc nous avons écrit au ministère depuis 2 semaines et nous n'avons pas eu de réponse. Et nous ne désespérons pas. Nous espérons que d'un moment à l'autre, on pourra, en tout cas, ils pourront répondre favorablement à notre requête et que la médiation pourra se poursuivre. L'UPC n'est qu'au début de sa médiation, mais le parti ne considère pas cette sortie médiatique comme précipitée. Comme il y a ce devoir de redevabilité, parce que les événements n'attendent pas, d'accord? Si nous n'avions pas organisé cette conférence de presse et qu'une crise, une autre crise naissait, qu'est-ce qu'on va dire? Que l'UPC a été démagogique. Ils ont promis donc de faire la médiation, ils n'ont rien fait. Pourtant, nous avons fait quelque chose. Nous faisons le point, d'accord, de nos démarches. Et nous restons ouverts. Si demain le ministère de la Santé répond à notre requête, nous allons les rencontrer et nous allons poursuivre notre médiation. Voilà. Mais si nous devons attendre que le ministère nous réponde, nous ne savons pas pourquoi ils n'ont pas répondu. Peut-être que leur calendrier est chargé, peut-être que ils ont certainement des raisons. En rappel, en mai et septembre dernier, dans des déclarations publiées dans la presse, l'UPC invitait déjà toutes les personnes ressources, dont le président du FASO, à s'impliquer dans la résolution de cette crise qui fait payer de lourds tributs à la population. Ils sont administrateurs des services financiers, fonctionnaires des impôts ou encore magistrats au nombre de 6. Ces nouveaux membres de la Cour des comptes ont officiellement été installés dans leurs fonctions en début de semaine. Le compte rendu de Archimède Boy. Ils sont 6 et ce matin, ils sont officiellement installés dans leur nouvelle fonction de conseiller de la Cour des comptes. Je ne peux que leur souhaiter pleine réussite dans leur nouvelle fonction, en espérant vraiment qu'ils s'y mettront à la tâche et qu'ils rendront, en tout cas, la confiance qui est placée en eux pour
pour accomplir le travail qui les attend au niveau de la Cour. C'est vraiment un réel plaisir pour moi et je pense pour mes collègues également de pouvoir contribuer à l'œuvre de la Cour des comptes qui est le contrôle des finances publiques. Notre contribution, c'est vraiment de renforcer les capacités de cette Cour-là afin que les dossiers puissent être traités avec célérité et que nous puissions vraiment atteindre les objectifs fixés par les textes, par les autorités en créant cette cour. Ces conseillers sont administrateurs des services financiers, inspecteurs des impôts et magistrats de grade exceptionnel. Ils prennent ainsi fonction pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois à travers une audience publique. C'est une formalité exigée par la loi avant de poser valablement des actes au niveau de la Cour des comptes qui doivent être installés dans leurs fonctions. Et c'est ce à quoi nous avons procédé ce matin. En présence, donc, bien sûr, des collègues des autres hautes juridictions. Le premier responsable de la Cour des comptes saisit l'occasion pour rappeler les missions de son institution. Notre mission ne s'arrête pas seulement au contrôle des comptes publics. Il y a de nouvelles missions qui ont été attribuées à la Cour des comptes de par l'internalisation des directives de 8 mois. Parce que nous sommes passés du budget objet au budget programme. Et ça nécessite de nouvelles formes de contrôle qui sont beaucoup plus complexes. La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques. Elle juge les comptes des comptables publics, sanctionne les fautes de gestion et assiste l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. L'État burkinabé serait très mauvais élève dans l'application des décisions de justice. C'est un constat du syndicat burkinabé des magistrats, le SBM, qui cite l'exemple de l'affaire APN et les 21 policiers récemment radiés, tout en mettant en garde sur les éventuelles conséquences de cette posture de l'État. C'était à l'occasion de la célébration de son 20e anniversaire. Roméo Koeta. Pour l'événement, l'ensemble des auxiliaires de justice ont répondu présents. Même ceux qu'on pourrait appeler les doyens, comme Maître Alidou Sawadogo, n'ont pas marchandé leur déplacement. Il y a aussi certains membres fondateurs du syndicat burkinabé des magistrats, Guy Hervé Kam en l'occurrence. Alors magistrat en 1999, il fut le premier secrétaire général du SBM. Aujourd'hui avocat et au moment où le syndicat célèbre ses 20 années d'existence, il est fier du travail abattu par ses successeurs dans le combat pour l'indépendance de la justice burkinabé. Mais pour une véritable justice au service du peuple, il en appelle à la responsabilité des acteurs judiciaires. Maintenant, il reste une autre étape, l'étape de la responsabilité des juges. Et je suis heureux ici de constater que tant au niveau du président du Conseil supérieur de la magistrature qu'au niveau du secrétaire général du syndicat burkinabé des magistrats, il est clair que les juges prennent l'engagement d'œuvrer aujourd'hui à leur responsabilité. Parce qu'une indépendance sans responsabilité est plutôt un danger pour les citoyens. Ce qui pourrait aussi constituer un autre danger pour le citoyen burkinabé, c'est le non-respect des décisions de justice par l'exécutif. Le cas de l'APN, l'Alliance Police Nationale, est un exemple parfait. Une affaire dans laquelle le gouvernement a foulé aux pieds plus d'une fois les décisions du tribunal administratif rendues en faveur de ce syndicat de la police. Tout en déplorant cette situation, le SBM pense que le gouvernement remet en cause la notion même de l'état de droit au Burkina Faso. Quand on dit qu'on est attaché à l'état de droit, il me semble qu'on doit pouvoir le prouver. Et une des meilleures façons de le prouver, c'est de respecter les décisions de justice. Dans tous les cas, ce que j'ai dit, si le gouvernement s'enferme dans ces cercles, il en sera la vraie victime. Parce qu'à un moment donné, il aura enseigné aux citoyens qu'il n'est pas nécessaire de respecter les décisions de justice. Et ayant enseigné cela aux citoyens, il ne pourra pas le réclamer aux citoyens. Donc il faut que le gouvernement envisage le problème dans tous ses contours pour ne pas se retrouver pris dans un piège auquel il n'aurait pas pensé au départ. Ce syndicat des magistrats invite alors le gouvernement à rectifier le tir pendant qu'il est encore temps. L'indépendance de la justice passe aussi par le respect des verdicts des juges, selon Moriba Traoré. La commémoration de ce 20e anniversaire du syndicat burkinabé des magistrats sera essentiellement marquée par diverses communications mettant en relation le mouvement syndical et l'indépendance de la justice. Voici peut-être un exemple qui caractérise le flou
entre les particuliers et les autorités administratives dans les affaires judiciaires. Il s'agit de l'affaire Jardin Yenenga qui oppose la mairie centrale de Ouagadougou et un restaurateur. L'affaire s'est révélée devant le tribunal administratif, mais avant que le verdict ne soit rendu, un chantier a déjà été démoli, plusieurs centaines de millions de francs CFA partis en ruine. Les explications de Archimède Boy. Au Jardin Yenenga Ouagadougou, des débris de briques et cet homme bien connu dans le secteur de la restauration. Gaetano, promoteur du restaurant Cappuccino, victime d'attaques terroristes en 2016 sur l'avenue Kwame Nkrumah. Il fait le constat amer ce matin, il ne comprend absolument rien. Il y a un intérêt quelque part que je ne comprends pas. Et il y a un acharnement que je ne comprends pas. Gaetano voit ainsi son investissement démoli. À notre surprise, la semaine dernière, la mairie vient et démolit un bâtiment pour lequel on attend un jugement. Dans cette opération, la mairie refute toute discussion, refuse de nous recevoir, ne donne pas suite à nos demandes, mais finalement prend la décision de démolir. Donc je suis un petit peu outré par ce qui se passe. Je suis citoyen burkinabé. J'estime que si la justice doit prendre une décision, il appartient à tout le monde de l'appliquer. Le premier élu de la commune de Ouagadougou, qui est le premier magistrat, se doit de respecter la loi. Si lui, sans attendre une décision de justice, puisse se permettre de venir démolir quelque chose, je pense qu'il y a un problème quelque part. Un bâtiment dans lequel on a investi plus de 400 millions a été démoli, sans même me prévenir, sans même être notifié, je pense qu'il y a un problème quelque part. Le locataire de cet espace dit avoir obtenu en février 2016 l'autorisation des autorités municipales pour y implanter un restaurant. Voici le plan du projet prévu sur cet espace. Et depuis lors, les problèmes ont commencé. Le 2 février 2016, un accord pour la transformation des lieux pour l'implantation du restaurant par la présidente de la délégation spéciale a été signé. Le 3 juin 2016, une sommation par le ministre de l'Urbanisme de suspendre le chantier nous est parvenue. Ils se sont présentés directement avec les médias sur le chantier sans même nous prévenir. Le 19 juillet 2016, une notification du chantier par la Direction générale du contrôle des opérations d'aménagement nous a été notifiée. En août 2016, une sommation de démolition et de remise en état des lieux sous 15 jours nous a été notifiée. Différents échanges ont été faits avec l'ensemble des parties et depuis plus rien. Dans une note adressée au ministre en charge de l'urbanisme, Gaetano liait ses difficultés à un deal qui n'aurait pas rapporté à ses acteurs, qui a donc voulu soutirer de l'argent à cet opérateur économique dans cette affaire. Effectivement, il y a eu une demande d'argent qui a été demandée, pour laquelle je me suis totalement opposé. J'ai fait les choses dans les règles. Je ne vais pas dealer avec quelqu'un alors qu'il est payé par l'État. D'accord ? Je ne vais pas citer de nom parce que si j'ai quelque chose à dire, ça ne me pose aucun problème. Mais tous les problèmes viennent de cette affaire. Depuis 2017, où j'ai écrit, où j'ai rencontré les médias, j'ai exposé mon problème, il y a un silence total autour de cette affaire. Gaetano dit avoir payé régulièrement le loyer. Ce litige l'opposant à la mairie de Ouagadougou est devant le tribunal administratif. En attendant le verdict, il espère que les autorités de la mairie centrale lui donneront une explication à cette démolition. Autre chose, le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA dispose d'un nouveau hall doté de lignes ultra modernes. L'infrastructure qui a coûté près de 600 millions de francs CFA a été inaugurée par le ministre en charge des Transports, Abdelaziz Assaré. En compagnie de ses collaborateurs, le ministre en charge des Transports, Vincent Dabilgou, procède à la coupure du ruban. Cet acte marque l'ouverture du nouveau hall du Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA. Un hall qui vient compléter à neuf le nombre de lignes de contrôle fonctionnelles à Ouagadougou. À travers ce joyau, le CCVA ambitionne de réduire le temps d'attente de sa clientèle. Le Burkina Faso peut s'enorgueillir de ce hall qui porte si bien son qualificatif de référence. En effet, il est parmi les halls les plus modernes de la sous-région. Ce hall vient renforcer les capacités du CCVA à offrir des prestations de qualité en temps raisonnable, permettant ainsi de réduire l'attente des clients. Ce hall porte à 11 le nombre de lignes de contrôle fonctionnelles, dont 9 au niveau
de Ouagadougou. D'une valeur de 600 millions de francs CFA, ce nouveau hall, selon le CCVA, répond aux standards modernes. Il est constitué de 2 lignes de contrôle poids lourd équipées de matériel hautement performant. Je suis fier de ce qui est réalisé ici, parce que quand on regarde, il ne faut pas voir seulement le hall, mais quand on regarde donc l'ensemble des équipements techniques électroniques qui permettent de pouvoir cerner la santé d'un véhicule, bon, c'est extraordinaire. C'est vrai, on nous dit que c'est un hall de référence dans la sous-région, mais nous avons constaté que c'est une réalité et c'est une fierté pour notre pays, le Burkina Faso. L'inauguration de ce nouveau hall marque également le début d'une innovation opérée au sein du CCVA. Selon la directrice générale, la visite technique des véhicules légers se fera désormais sur rendez-vous. La visite technique sur rendez-vous, longtemps réclamée par les usagers, est désormais possible pour les véhicules légers. En effet, une ligne du nouveau hall est dédiée prioritairement à la visite sur rendez-vous. Le dispositif rendez-vous mis en place permet de vous satisfaire. Du paiement à la caisse, à la remise du certificat de visite ou du rapport d'inspection, en passant bien sûr par le café dans la salle d'attente VIP. Tout cela en 30 minutes tout au plus, en compagnie d'une équipe conviviale du CCVA. En juin dernier, le Burkina Faso a célébré la remise de certificat ISO 9001 version 2015 du CCVA. Le ministre en charge des Transports exhorte le personnel à redoubler d'efforts dans un esprit de professionnalisme. Il souhaite que le centre de contrôle des véhicules automobiles ne soit plus dans la liste des entreprises corrompues. Le chef mondial du Catholic Relief Service en visite au CRS Burkina à Monseigneur Timothy Boglio. Il a été présenté les projets réalisés par le Catholic Relief Service Burkina dans le cadre de l'aide apportée aux personnes vulnérables. Majid Bakouan, Archimède Boy. En visite au pays des hommes intègres, Monseigneur Timothy Boglio a été reçu par le Catholic Relief Service CRS Burkina Faso. Cette visite a été l'occasion pour l'Agence humanitaire internationale de la communauté catholique des États-Unis de présenter ses futurs projets à l'évêque américain. Timothy Paul Broglio a également fait le tour des stands d'exposition des programmes et projets mis en œuvre par CRS Burkina Faso. Monseigneur est un membre de notre conseil administratif à CRS, Catholic Relief Services, basé à Baltimore, Maryland. Et pour lui, de devenir juste ici pour voir et d'avoir d'expérience de Burkina, c'est un moment vraiment spécial. Surtout comme c'était par l'invitation de l'Église de conférence épiscopale de Burkina, Niger. Et pour lui, de même trouver un bout de temps pour rester avec nous, les acteurs qui font ce type de travail pour la conférence épiscopale des États-Unis, c'est vraiment un moment spécial. L'évêque américain dit être impressionné par la qualité des projets. Oui, j'étais très content de voir les projets que CRS font ici au pays et j'étais très impressionné surtout avec la diligence et aussi les systèmes qui sont mis en place pour aider les gens à s'aider. Et je crois que ça c'est très important quand on parle de développement, que ce n'est pas seulement l'assistance, mais aussi l'enseignement et l'instruction qui vont servir à l'avenir. Catholic Relief Service Burkina Faso développe des programmes touchant les populations les plus vulnérables. Ces secteurs d'intervention sont l'agriculture, l'eau, l'assainissement, l'éducation et les urgences humanitaires. Parlons de santé maintenant. Après 8 années d'études, 36 médecins, nouveaux médecins de l'Université Saint-Thomas d'Aquin ont officiellement effectué leur sortie. Roméo Koeta. 36 médecins pour renforcer l'offre de services de santé au Burkina Faso. Après 8 années de formation à l'Université Saint-Thomas d'Aquin, ils reçoivent leur parchemin. C'est une grande joie pour nous de pouvoir offrir 36 médecins au Burkina. Ça va contribuer à améliorer la santé pour nos populations. Et c'est une joie aussi pour l'USTA parce qu'elle voit que ses rêves deviennent une réalité. Ce sont des sentiments de joie parce que nous voyons renforcer le contingent des ressources humaines qualifiées
en santé, en particulier pour le domaine du doctorat en médecine. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour le département de la santé. Cette cérémonie de sortie de promotion est marquée par une remise de prix à une étudiante en médecine qui a pris part au jeu concours Championnat international d'éloquence en mai dernier à Beyrouth au Liban. Pour les matchs éliminatoires, nous étions autour de 200. Puis en finale, nous nous sommes retrouvés à 8. Et c'est juste dire aux gens d'avoir confiance en eux, d'aller toujours de l'avant et ne jamais douter de leur capacité, leur potentialité. Parce que tout se trouve en eux et qui veut peut atteindre le sommet. La cérémonie qui a couronné publiquement les étudiants a été également une occasion de rendre hommage à tous les acteurs ayant contribué à faire de ces étudiants d'hier des médecins d'aujourd'hui. Sport, Tour du Faso, 9e étape et le maillot jaune est toujours angolais. Il est détenu par Manuel Dario. Mais l'étape, cette 9e étape a été remportée par le Burkinabé Bassirou Nikiema. Luc Pabelgem. Au du lasso, ce matin, les Burkinabés avaient jusqu'à 3 minutes 44 secondes à remonter. Cette mission-là, elle n'était pas impossible pour les cyclistes burkinabés, mais très difficile. Comment? Alors, il fallait pédaler. Les Burkinabés ont mené le peloton avec Abdul Aziz Nikiema. Entre-temps, c'est Noufou Minougou qui a pris les devants. Mais ça n'a pas marché. En dehors de quelques points chauds où les Burkinabés ont animé les étapes, ici, à l'arrivée, on retrouve un Bachirou Nikiema très en forme qui enlève l'étape du jour. C'est la deuxième victoire burkinabé sur ce Tour du Faso, deuxième victoire d'étape pour le Burkina Faso. À défaut du maillot jaune, les Burkinabés peuvent se contenter des victoires d'étape, ce qui met du baume au cœur aux supporters. Le Burkina, ou bien la Côte d'Ivoire, ou bien c'est l'Algérie, ou bien je vois l'Angola, je vois donc la Belgique, je vois la Hollande. Attention, Bachirou, 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 Bachirou. C'est demain dimanche qu'on connaîtra le maillot jaune de la 32e édition du Tour du Faso. Mais en attendant, il y a un maillot jaune, lui, qui est définitivement connu. Il s'agit du Tour du Faso, version journaliste. Il faut dire que la concurrence a été écrasé et c'est bien évidemment la télévision BF1 et son coureur Luc Pabelgem qui est arrivé en premier. Il faudra peut-être préciser l'information et détail que ce sont bien nos voisins et confrères de Omega FM, pourtant initiateurs de cette course, qui sont arrivés en dernière position. Bon, on ne peut pas organiser en même temps gagner, disons qu'ils sont fair-play. Reportage. Ils sont une centaine de journalistes issus de 19 organes qui sont sur le Tour du Faso. En quête de l'information en temps réel, ces hommes et femmes des médias sont au four et au moulin pour ne pas rater le moindre fait et geste des coureurs. Dans des véhicules, souvent sur une moto ou encore dans les airs, la radio Omega a voulu encourager ses soldats du micro à travers une course cycliste. Dénommée le Grand Prix cycliste de Omega, la course a regroupé 6 journalistes qui ont pris le départ à Diebougou. Sur une distance de 1 demi-kilomètre, c'est la télévision BF1 qui fait la différence en creusant l'écart. À peine 2 minutes que Luc Pabelgem se signale. Il est le vainqueur de cette course. Quand le ministre a donné le top départ, au niveau du virage, j'ai vu déjà un journaliste qui avait commencé à faire demi-tour avant le virage. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui veut bien tricher. Mais comme je me faisais confiance, je me suis retourné normalement et je l'ai pris en chasse pour l'avaler sur les derniers 20 mètres. Je suis très fier. C'est un prix pour BF1. Ça montre aussi qu'on ne fait pas que critiquer. Quand on parle d'échappée, d'écart, d'attaque, de sprint, on sait aussi de quoi on parle. Permettre aux journalistes de vivre les sensations d'un cycliste lorsque ce dernier gagne une étape, c'est l'un des objectifs majeurs de cette course. L'idée est venue tout simplement de ce qu'on a vu comme travail abattu par les journalistes tout au long de Tour du Faso. Vous savez qu'Omega a la tradition de remettre le maillot des plus combatifs au niveau de l'étape de Burkina Faso. On a vu cette année le travail qu'abat un peu chaque année les journalistes. Vous ne les voyez pas parce qu'ils sont derrière les objectifs, mais certains sont perchés derrière les motos, certains sont dans les avions.
C'était font des plans depuis des arbres, depuis des voitures, des toits de camions. C'est vraiment extraordinaire le travail qui a été abattu par les journalistes. On a voulu magnifier cela à travers notre prix. Donc cette année, on a décidé de faire ce petit circuit interne donc, de journalistes. L'idée était de combiner les deux. Magnifier le travail des journalistes, mais également les permettre de vivre les sensations que vivent les cyclistes sur les vélos. Je pense que cette course est également une occasion pour affermir les liens entre les journalistes. Je suis arrivé à 4e, derrière bien sûr Luc de BF qui a donc été premier. Au-delà des résultats, c'est l'esprit de cette course qu'il faut saluer. Nous avons l'habitude de couvrir le tour dans nos véhicules, mais cela nous a permis, cette course organisée par Radio Omega, de vivre un peu, juste un peu, les réalités de la compétition. Première édition, on pourra dire que le message de la Radio Omega est passé. Pour la prochaine édition, elle va secourir à Bobo Dioulasso. Bravo, bravo à toi, Luc Pabelgem. Je crois que la direction devra te payer plusieurs semaines de massage. Tu en as besoin et tu le mérites vraiment. Et c'est ce que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end.